Michel Tonini et merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Donc on vit aujourd'hui une époque formidable ou angoissante, tellement les changements s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. On entend parler d'IA, de métavers, de fusion nucléaire, de big data, de biotechnologie, de GAFAM, et de nouveaux équilibres géopolitiques. Et en fait, on se demande comment s'y retrouver dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique ou sociologique. Et nous nous sommes rendus compte combien il est difficile d'appréhender tous ces changements. On sent que beaucoup de gens sont perdus. Et la vulgarisation d'un autre côté n'est pas si simple. Donc nous avons donc voulu faire un livre accessible à tous, et donner le maximum de clés pour aider à décrypter les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Alors notre idée, c'est de faire partager à tous ceux qui ont envie de comprendre notre vision dont tous ces changements, ces révolutions s'imbriquent, s'enchevêtrent et ont des impacts extraordinairement importants. Et pour rendre ces questions vivantes, nous avons décidé, au travers d'interviews d'experts comme vous, de faire des focus particuliers sur certains thèmes et voire d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément dans le livre, comme un prolongement du livre pour mettre en vie certaines révolutions que nous abordons. Alors, merci encore d'avoir accepté notre interview. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Michel Tonini, je suis général de l'armée de l'air, issu de l'école de l'air, formation de pilote de chasse sur la 12e escadre de Cambrai, puis pilote d'essai sur la base de Cazaux, puis ensuite cosmonaute avec les Russes, puis astronaute avec les Américains, et ensuite en finale directeur du Centre des astronautes européens à Cologne. D'accord. Un CV bien rempli. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est selon vous la technologie ou la découverte, s'il y en a une, qui vous semble aujourd'hui de nature à changer le monde? Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, bien sûr. Certaines sont liées à notre domaine, qui est l'espace. Donc, le fait qu'on ait réussi à envoyer des satellites dans l'espace, donc c'était quand même une première qui a eu lieu en 57, qui a permis un peu d'envoyer des êtres humains dans l'espace par la suite, et aussi d'envoyer des satellites pour l'utilisation, pour la photographie, la reconnaissance, la communication. Et on voit qu'aujourd'hui, avec des nouvelles constellations de satellites, on peut avoir des réseaux Internet sur des zones du globe qui sont inhabitées. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est la connaissance de l'être humain, connaissance de notre environnement et connaissance des énergies futures, sachant que dans le domaine de l'espace, eh bien, la feuille de route, c'est vraiment d'avoir une construction de stations spatiales de plus en plus grandes pour faire des stations internationales, pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Tout ça, c'est une connaissance qui est très importante pour le futur. Alors, dans les des choses qui ont été découvertes qui sont très importantes. Il y a par exemple la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui est très important, qui permettra d'avoir de l'énergie. On sait aujourd'hui, et on le sait de façon cruciale et un peu dramatique, que nous sommes extrêmement dépendants de l'énergie. L'énergie, heureusement, en France, on a quand même un terroir nucléaire qui est assez important, mais aujourd'hui, on parle de nucléaire propre, qui est de la fusion nucléaire, et cette fusion nucléaire pourrait être aidée par l'espace. Et pour cela, quand je parle tout à l'heure d'aller sur la Lune, eh bien, on peut très bien avoir l'utilisation de l'hélium-3 qui est sur la Lune comme carburant de la fusion nucléaire, qui est vraiment la façon la plus rentable de faire de la fusion nucléaire et de l'énergie sur le monde entier. Sachant que, euh, en règle générale, on dit qu'un mètre cube d'hélium-3 permet de faire l'énergie électrique d'un continent sur un an. Il y a donc 10 000 ans d'énergie électrique qui stationne comme ça sur la Lune. On parle de timing justement, et donc quel est le timing pour tout ça? Comment, si on devait faire un peu de projection, parce qu'il y a beaucoup de Mmh. programmes qui sont en cours, si on devait faire des projections, quel serait le timing, les grosses étapes? Le timing, eh bien, la première mission lunaire va se faire cette année. La reprise des missions lunaires va se faire par la NASA cette année, en sachant qu'il y a bien sûr les Américains qui vont sur la Lune, mais derrière sont les Chinois, avec ou sans les Russes. Donc il y a quand même encore une question géopolitique qu'on ne connaît pas. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer vraiment, mais
La première mission inhabitée aura lieu cette année, et après, il y aura une mission tous les 2 ans pour revenir sur la Lune pour des motifs scientifiques. Alors que la première fois, on était sur la Lune pour des raisons politiques, pour la lutte entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, c'est vraiment pour des raisons scientifiques. Donc, première mission cette année, et si elle est réussie, ben, il y aura une mission tous les 2 ans dans un premier temps, et après, des stations régulières. Donc, cette décennie va revoir le retour de façon plus importante sur la Lune, avec un scénario très intéressant, puisque au départ, on allait avec des fusées qui allaient envoyer des vaisseaux qui se posaient sur la Lune. Aujourd'hui, on envoie un vaisseau qui va être tourné autour de la Lune, une station qu'on appelle Gateway, qui sera autour de la Lune. Et de cette station autour de la Lune, on pourra se poser régulièrement sur la Lune, sur des endroits qui nous intéressent. Si on peut schématiser, vous prenez par exemple la Lune qui est une sphère, si on fait une orbite de cette station qui est une orbite polaire, eh bien, on comprend très bien que la Lune, tournant dans l'autre sens à 90 degrés, on peut se poser sur n'importe quel point de la Lune. Donc, c'est quand même un scénario qui est vraiment très, très intéressant. Et quand on voit aujourd'hui, alors on le voit beaucoup au niveau de la communication avec Elon Musk sur les logiques d'aller sur Mars. Alors évidemment, il en parle de manière à communiquer, à valoriser ses projets. On a vu l'explosion ou en tout cas la Oui. progression de SpaceX ces dernières années. La question, c'est quels seraient les freins, ou quels sont les freins plutôt, de voyage vers Mars. Je pense notamment à des choses comme les vitesses pour y Oui. aller, Oui. la capacité humaine, parce qu'on en a parlé au début, capacité humaine à se projeter effectivement sur des voyages aussi longs. Alors, autant aller sur la Lune, c'est assez simple, parce que la Lune est un satellite naturel de la Terre, donc on y va, hein, c'est 380 000 km, on y va en 2-3 jours, c'est vraiment la porte à côté, c'est la banlieue de la Terre. Par contre, sur Mars, c'est différent, parce que la Terre et Mars tournent ensemble autour du Soleil avec des orbites différentes. Donc, la distance entre la Terre et Mars, non seulement elle va changer, mais également, il faut qu'on soit dans la même phase. Il y a un moment donné, on peut très bien avoir l'alignement euh, Mars, puis Soleil, puis la Terre. À ce moment-là, on ne peut pas faire le voyage direct. Donc il faut attendre, il y a un temps beaucoup plus long. Aujourd'hui, on parle de, si on part dans la distance la plus courte entre la Terre et Mars, on peut y aller en 6 mois. Par contre, il faut attendre de recycler, il faudra attendre 2 ans pour le retour. Donc c'est un voyage qui va faire entre 18 mois et 2 ans. Le problème que nous avons lorsque nous allons sur Mars, qui est un problème bien sûr financier, technique, de support vie, de sécurité, etc. C'est un problème de radiation. Les radiations du Soleil sont très importantes. Et même si nous partons au moment où les radiations sont les plus faibles, on ne peut pas se prévenir et se protéger des éruptions solaires, qui sont comme des volcans qui sont sur le Soleil et qui vont envoyer des radiations qui sont très fortes et très difficiles pour l'être humain. Aujourd'hui, on se dit que si on fait des missions lunaires, les prochaines missions que nous allons faire dans ces décennies, eh bien, la durée maximale serait de 45 jours pour que le corps humain ne soit pas vraiment trop abîmé par ces radiations. Et pendant qu'on va faire ces 45 jours, eh bien, on va mettre en place des dispositifs de mesure de ces radiations et surtout de savoir comment se protéger des radiations. Donc les missions lunaires sont vraiment des missions de préparation des missions sur Mars au niveau des radiations. Aujourd'hui, j'ai parlé avec les gens qui envoient des robots sur Mars et on voit bien que dans le trajet entre la Terre et Mars, les robots enregistrent les radiations qui sont insupportables pour l'être humain. Donc le projet d'Elon Musk, bien sûr qu'il est intéressant parce que lui, il vise de plus en plus loin, de plus en plus haut, et c'est important d'avoir des meneurs qui motivent un petit peu les troupes, mais quand même, il faut faire très attention au réalisme de ces missions-là. Alors, c'est vrai que les missions au départ dans l'espace étaient des missions extrêmement compliquées qui ont été prises en main par les États. Aujourd'hui, ben, ces missions sont un petit peu rodées. Hein, on fait ça depuis une soixantaine d'années, donc maintenant les privés comme Elon Musk le font de façon rentable en travaillant bien. Mon fils travaille avec Elon Musk, donc je connais les méthodes de travail. C'est des méthodes de travail extrêmement intensives. Hein. Les gens travaillent beaucoup en ligne de front. Il y a pas de perte de temps, donc avoir une rentabilité maximale. Et je pense que lorsque nous aurons résolu le problème des radiations, et ça, c'est une question d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, nous pourrons aller sur Mars au niveau Et sécurité. qu'est-ce qu'on peut imaginer comme technologie disruptive? On a parlé de la fusion nucléaire, effectivement la maîtrise de la fusion nucléaire qui pourrait être extrêmement importante en termes d'énergie, effectivement, mais est-ce qu'on peut peut-être détailler, si c'est possible, quelques disruptions technologiques qui Oui, pourraient permettre d'aller plus vite? oui, Par exemple, l'utilisation des vents solaires ou des choses, oui, ça peut être au niveau de l'homme aussi, hein. oui.
Alors, il y a déjà, c'est pas un secret non plus, hein, c'est un projet de moteur qui existe au sol, hein, que j'ai fait fonctionner, qui s'appelle le Vasimir, qui est un moteur à propulsion ionique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de propulser un propergol, on va propulser des ions, des particules ioniques qui ont un certain poids, mais comme on va en pousser de plus en plus, on a une propulsion qui va se faire. Et l'avantage de ces moteurs-là, qui existent maintenant de plus en plus fréquemment sur les CubeSats, ce sont des moteurs qui sont gratuits puisqu'on va utiliser l'énergie du soleil pour propulser des ions. Donc c'est vraiment absolument gratuit. Alors on peut faire des petits moteurs ou des gros moteurs. À ce moment-là, il faut aider par de l'énergie nucléaire ou de l'hydrogène. Et le moteur Vesimir aujourd'hui, il a quand même un gros avantage, c'est que on peut faire sur ces moteurs ioniques des tuyères électromagnétiques. Ça, c'est des tuyères fictives, comme sur un avion en action, dont des tuyères qui métalliquement vont se fermer et vont s'ouvrir pour augmenter la poussée. Et bien, sur ces moteurs-là, on va faire une tuyère électromagnétique, donc fictive, qui va se refermer. Et donc, ce qui veut dire que la poussée va augmenter de plus en plus au fur et à mesure, on va fermer tout doucement cette tuyère. Ce qui fait que sur un voyage sur Terre, Mars, eh bien, on va être en propulsion continue pendant la moitié du chemin, et après, on va être en freinage continu pendant la deuxième moitié du chemin. Et au lieu de faire un voyage en 6 mois, on peut le faire en 3 mois. Donc là, on a un scénario qui est intéressant, puisqu'on peut faire 3 mois pour l'aller, 3 mois sur place, 3 mois pour le retour. Ça veut dire qu'on décolle avant la distance minimale entre la Terre et Mars, on reste sur Mars 3 mois, et on revient un petit peu après la distance minimale entre la Terre et Mars. Donc ça, c'est des scénarios qui sont bien. Le problème, c'est que ce moteur n'a pas encore volé, parce que c'est des moteurs qui sont très complexes, qui sont lourds, mais ils fonctionnent dans le vide, hein. Le prototype existe à Ellington, dans le Texas, à côté d'Houston, et il fonctionne bien, mais on ne l'a pas encore fait décoller. Donc ça, c'est vraiment une technologie moderne, et je pense que les voyages du futur seront faits avec des technologies du type Vasimir, moteur ionique, Et alors, qui servent également dans les petits CubeSats. Je travaille également avec Ben Allen, on a des petits satellites qui font 1 kg, et bien ces satellites sont rehaussés et sont stabilisés par des panneaux solaires, et c'est des petits cubes qui font 10 cm par 10 cm. On met des panneaux solaires sur toute la partie extérieure, ça permet de donner de l'énergie à ces moteurs-là. on a parlé de radiation, évidemment, qui est le problème majeur. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes physiologiques de l'homme dans l'espace qui vont être des freins à lever? Et est-ce que certaines technologies pourraient être disruptives dans ce sens-là? Alors, bien sûr, on pense à mettre ces stations en rotation complète pour recréer de la gravité pendant ces chemins qui vont être extrêmement longs. Alors, on y a pensé, on travaille dessus, seulement c'est long à mettre en place, et on s'est rendu compte que le problème maintenant n'est pas tellement la physiologie de l'être humain, mais la psychologie de l'être humain. C'est-à-dire que sur un voyage sur Mars qui va durer 18 mois, eh bien, physiquement, avec le sport, on arrive à s'en sortir à peu près, mais psychologiquement, c'est très très dur. Là, j'ai essayé de transposer ce que serait un voyage sur Mars. Là, j'arrive la semaine dernière de faire un voyage de nuit sur mon voilier entre le continent et la Corse. Il y a un moment donné, pendant 20 heures, où on est vraiment isolé, on ne voit ni la Corse ni le continent dans le noir complet. Et j'ai fait le choix de partir avec une nuit noire sans lune, complètement. Eh bien, il faut s'imaginer que dans l'espace, ça sera un petit peu pareil. Il y a un moment donné où on va se retourner, la Terre sera un tout petit point bleu, et on va se retourner de l'autre côté, Mars sera un tout petit point rouge, et on sera dans le noir absolu. Et c'est difficile d'appréhender comment on va réagir au niveau psychologique lorsqu'on sera perdu complètement dans le noir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur des modèles d'entraînement psychologique pour durcir un petit peu les cosmonautes à ces voyages qui sont assez complexes au niveau psychologique. Donc, l'avantage de faire du sport, c'est d'abord recréer de l'os, recréer du muscle, mais également on crée des amphétamines qui permettent d'avoir des, de pensées positives dans des voyages aussi longs. Il faut qu'on sait, j'ai dit 6 mois pour y aller, même 6 mois c'est assez long, et 6 mois pour le retour, et puis quand même sur place il faut rester quand même 1 an, donc les voyages qui vont durer entre 18 mois et 2 ans. Aujourd'hui, tous nos voyages sont des voyages de 6 mois dans l'espace, dans la station spatiale, donc on sait que c'est psychologiquement c'est dur, mais on apprend après chaque vol quels sont les petits détails qui vont être de mieux résister.
Alors, on parle donc de l'homme un peu augmenté, là, dans ce que vous évoquez. Après, il y a un autre sujet qu'on aborde pas mal dans le livre aujourd'hui, c'est tout ce qui va être réalité virtuelle, Oui. tout ce qui va être capacité à distance. On l'a vu avec le robot, justement, qu'on a envoyé Mm. sur Mars à distance. La question, c'est est-ce que les voyages pourraient se priver de l'homme à moyen terme? Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les voyages sur Mars, depuis maintenant 30 ans, sont des robots que nous envoyons sur Mars et qui travaillent, qui donnent des résultats. Il y a quand même deux choses, deux constats importants. C'est d'abord que les avancées sont extrêmement lentes parce que lorsque nous donnons un ordre sur un vaisseau, un robot qui est sur Mars, entre le temps, le moment où j'envoie l'ordre et l'ordre est reçu, il y a 20 minutes. Donc, si vous arrivez avec un robot qui va très très vite et qui va tomber dans un endroit qui est très dangereux, eh bien, il faut savoir que 20 minutes après, il recevra l'ordre de s'arrêter ou de changer de direction, qui est complexe. Donc, on avance extrêmement doucement et on ne sait pas comprendre comment est vraiment l'environnement martien, ce qui fait qu'on y va à tâtonnement. L'être humain a quand même des capacités supérieures aux robots de façon adaptative qui sont très importantes. J'avais vu un reportage de la NASA qui disait que ce qui a été fait sur les robots depuis 30 ans aurait pu être fait par une équipe d'êtres humains sur une semaine. Donc c'est vraiment, l'humain sait s'adapter, comprend, etc., comprend toutes les choses. Hein. L'intelligence artificielle a quand même ses limites parce qu'il y a toujours un moment où on peut décider complètement différemment de ce que la logique peut nous demander de faire. Donc là, c'est assez complexe sur le plan intelligence artificielle pour ces voyages assez longs. Alors, revenons un peu justement à l'humain et dans ce registre, vous avez été quand même un des seuls astronautes qui est existant, j'ai envie de dire, à aller à la fois avec les Russes et les Américains, ce qui est assez, Pas le seul, hein. ce qui a été assez rare. Ce qui a été Ouais, assez rare, hein. Il y a très très ouais, peu qui ont eu ouais. cette opportunité, ou cette chance. Et justement, en mars 83, Reagan, en pleine guerre froide, évoque l'initiative de défense stratégique, la guerre Mhm, des étoiles. mhm. Est-ce que, ou en tout cas, ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, hein, qui a Oui. valu une volonté de faire des procès par Lucas, qui n'était pas très content qu'on utilise son expression, enfin, en tout cas son film. La question, c'est effectivement où on en est aujourd'hui, parce qu'on voit le contexte géopolitique changer Oui. aujourd'hui avec pas mal de choses. On a vu notamment récemment les Russes Mhm. exploser un missile, exploser comment dire, un satellite, Oui. leur satellite hein, Oui. en vol. Où on en est de cette guerre des étoiles? Est-ce elle revient ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, je dirais qu'elle continue. Elle s'est jamais arrêtée. On l'a mise un petit peu en sourdine pendant quelques années. Elle revient dans le sens où les Américains ont démontré qu'ils étaient capables de lancer une fusée vers un de leurs satellites pour démontrer qu'ils étaient capables de le détruire, sachant que s'ils peuvent détruire un de leurs satellites, ils pourraient détruire également un satellite ennemi. Bien sûr. Les Indiens ont fait la même chose, les Chinois ont fait la même chose, et récemment, il y a environ 6 mois, les Russes ont fait la même chose. Ils ont détruit un vieux satellite qui avait 20 ans ou 30 ans d'âge, donc il était hors de, il ne fonctionnait plus, donc c'était pas une perte pour eux, mais c'était aussi une démonstration. Donc ça continue. Aujourd'hui, hein, le schéma de, de la guerre des étoiles ou bien de SDI, c'est vraiment d'avoir premièrement une panoplie de satellites d'observation très très précis qui va de détecter un départ de missiles d'un pays ennemi vers son propre pays et d'avoir la contre-mesure qui va de l'intercepter extrêmement rapidement. Mais on s'aperçoit que, par exemple, les Russes, par exemple, ont démontré qu'ils ont un missile qui permet d'arriver sur la France en 200 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. C'est-à-dire 3 minutes, eh bien, ça veut dire qu'avec ces missiles extrêmement rapides, 3 minutes, on n'a pas beaucoup de temps de marge. Il faudrait qu'on ait le temps d'intercepter sur la moitié du chemin, sur 1 minute 30. Ça, c'est quand même complexe. Donc, bien sûr, nous avons notre armée de l'air et de l'espace qui travaille hein, sur des systèmes de contre-mesures. On n'est pas encore au point. Donc, il y a des contre-mesures soit d'interception de missiles, hein, ou alors des contre-mesures qui seraient pour ce qui est destruction des satellites par illumination laser. Donc, on peut très bien avoir
gros projecteurs laser qui sont au sol, qui pourraient être tapés sur des satellites ennemis. Mais c'est encore, on est encore dans les balbutiements de cette guerre des étoiles, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est vraiment quelque chose d'assez brutal. C'est-à-dire qu'on lance une fusée, c'est un gros missile, vers un satellite pour le détruire. Et ça, les grands pays de ce monde savent le faire. Et Alors, nous pourrions le faire également. on voit aussi les problématiques que ça ouvre, parce que c'est effectivement, il y a une logique de débris spatiaux Oui, qui risque effectivement oui. de poser des problèmes, notamment, on l'a vu avec la Station spatiale internationale. Mais effectivement, est-ce que ça va être une guerre sol-air, j'ai envie de dire, ou sol-espace, ou espace-espace? Comment vous imaginez peut-être les Alors, scénarios le scénario le plus important, c'est le scénario sol-espace. Ça, c'est vraiment le lancement d'un satellite, enfin d'un missile du sol vers un satellite. Maintenant, les débris sont une conséquence négative de tout ce que nous avons dans l'espace. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de débris qui sont nocifs. Par exemple, dans la station spatiale, tous les 6 semaines, on doit faire un évitement d'un débris spatial qui pourrait taper sur la station et créer un trou, une dépressurisation. Donc, on doit faire des évitements de plus en plus fréquemment. Et aujourd'hui, on a les agences spatiales se lancent sur un nettoyage de l'espace. Donc, ce sont des milliers de débris que nous avons. Donc, il faut qu'on aille les chercher soit tous ensemble, mais ils sont loin les uns des autres. Donc, aujourd'hui, on s'oriente vers aller les chercher de façon individuelle. Donc, chaque débris va être identifié, numéroté. Donc, c'est un travail titanesque de nettoyage. Et aussi, on lance des procédures pour qu'on évite de faire des débris. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un étage de fusée, cet étage de fusée doit pouvoir revenir sur Terre avec un moteur de déorbitation, alors qu'avant, ils explosaient dans l'espace, ils faisaient des milliers de débris qui restaient en suspension comme ça. C'était la façon économique de lancer des fusées dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on ne le fait plus. À quoi ça sert l'espace? Il y a des gens qui vont nous demander, mais on dépense une fortune, ça pollue. À quoi ça sert l'espace? Alors, d'abord, je vais dire tout de suite la question de l'argent. D'abord, c'est pas très cher. Par exemple, en Europe, l'espace habité, c'est-à-dire les astronautes, ça coûte 1 euro par an par Européen. Donc, c'est pas vraiment très cher. Et si on a l'autonomie complète d'aller dans l'espace, c'est-à-dire avoir nos fusées, nos capsules avec les êtres humains qui vont dans l'espace, ben c'est environ 7 fois. Ça coûterait environ 7 euros par an par Européen. Ça, c'est la partie habitée. Sachant que le budget des vols habités, c'est un quart environ, c'est 25% de l'ensemble des projets que nous avons. Donc, pour nous, c'est environ 4 euros par Européen par an. Pour avoir les lanceurs indépendants, nous avons Ariane qui lance nos satellites sans demander l'autorisation aux Russes, aux Américains et aux Chinois. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on est quand même une situation qui est assez intéressante où la constellation d'Elon Musk, de SpaceX va être lancée par ces fusées, mais comme son concurrent Jeff Bezos, Amazon veut faire la même chose, mais eux ils ne s'entendent pas, et bien la constellation d'Amazon va être lancée par Ariane. Donc, on a quand même une indépendance d'accès vers l'espace et aussi un financement, enfin, je veux dire, une rentabilité économique parce que c'est comme des lancements de satellites qui nous permettent d'avoir de l'argent qui rentre dans les poches de nos sociétés actives. Donc, c'est important d'avoir notre accès à l'espace et aujourd'hui, nous n'avons pas l'accès des humains dans l'espace. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore faite. On a juste l'accès de nos missiles. Alors, à quoi ça sert? Donc, le prix, j'ai dit, le prix, c'est pas très cher. À quoi ça sert? Eh bien, c'est l'indépendance géopolitique, c'est-à-dire ne pas demander à qui que ce soit, aux Américains ou aux Russes, d'envoyer un satellite civil d'utilisation de nos moyens téléphoniques ou de télévision, mais aussi militaires. Si on a un satellite, par exemple, comme Helios, qui va faire de la surveillance militaire dont on a besoin, eh bien, on lance nos satellites militaires. Nos satellites d'intelligence, de reconnaissance de signaux radio vont se faire également par nos satellites à nous que nous faisons et que nous lançons avant avec notre fusée. Donc c'est une indépendance et ça sert à avoir une meilleure connaissance et à avoir une indépendance militaire, scientifique et politique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour revenir à l'espace, dans le concept de la Station spatiale internationale, nous avons un module européen Columbus qui est financé par les Européens, dont les Français, les Allemands, les Italiens et 10 autres pays européens. Et bien, dans ce module, je peux faire des expériences scientifiques
qui m'intéresse sans demander l'autorisation aux autres pays. Alors que moi, quand j'ai volé au départ en 92, eh bien, quand j'amenais un échographe, un simple échographe pour mesurer les différences de volume du cœur, il fait que je demande l'autorisation russe. Donc là, maintenant, on a son indépendance. Donc, indépendance, ça veut dire la créativité également. Si un jour j'ai une invention qui est décidée par nos ingénieurs européens, eh bien, elle nous appartiendra. On n'a plus à demander aux autres. C'est ça, les impacts de ces technologies sur le quotidien et ces découvertes-là nous appartiendront, c'est ça. Voilà, elles nous appartiennent et non seulement nous appartiennent, mais elles ne sont pas freinées. Si un jour je lance une expérience qui est un peu complexe, qui est un peu innovante, eh bien, on peut très bien imaginer les pays externes qui diraient, eh bien, cette expérience n'est pas intéressante, mais qui prennent l'idée pour eux-mêmes. Alors, l'idée, maintenant, elle nous appartient et on peut la mettre en œuvre nous-mêmes. Donc, c'est très important pour le développement du total, comme la croissance de protéines de cristal, fabriquer des médicaments dans l'espace, faire de l'énergie dans l'espace, faire des stations spatiales solaires, comme l'ISS, mais beaucoup plus grande, pour envoyer de l'énergie sur la Terre, retrouver de l'hélium-3 sur la Lune pour le ramener sur Terre. Donc ça, c'est un travail humain, donc il faut avoir, c'est un travail vraiment comme une plateforme pétrolière, mais sur la Lune, et également le grand défi dans le futur, et c'était la première question, c'est d'aller intercepter des astéroïdes, des petits astéroïdes, les mettre autour de la Lune. Les astéroïdes sont quand même des mines extrêmement intéressantes sur toutes les matières premières dont on manque sur Terre. Donc, ces matières premières qui arrivent sur les astéroïdes, au lieu d'être un danger, deviennent une source d'énergie, une source qui nous permet de fabriquer des composants qui sont sur Terre. C'est le scénario à la Don't Look Up. Voilà, c'est Don't Look Up, c'est le scénario un peu catastrophique, malheureusement. Ça pourrait être vrai, hein, et c'est un petit peu exagéré dans le sens où les gouvernements ne font pas assez attention à la partie scientifique de l'espace. Et aujourd'hui, on voit très bien, encore une fois, nous avons des gouvernements qui sont axés sur la politique politicale, mais qui n'est pas tellement axée assez sur la science. Et c'est dommage parce que pas tellement pour la France, mais je pense à ce qui s'est passé en Allemagne récemment. On voit bien avec cette crise en Ukraine que l'Allemagne est complètement dépendante de l'énergie qui vient de la Russie, du gaz qui vient de la Russie. Le système écologique allemand a fait fermer les centrales nucléaires en Allemagne. Donc les Allemands sont entièrement dépendants du gaz russe. Et comme avec ce conflit, le gaz russe va être arrêté, eh bien les Allemands n'ont aucun moyen d'avoir du chauffage, quand même grave. Donc, ils sont en train d'utiliser des centrales au charbon, qui est complètement antinomique avec la diminution du CO2 sur lequel on se bat. Donc, on arrive à des non-sens. Et je pense qu'en France, on est bien parce qu'on a gardé le nucléaire, heureusement, pour avoir une indépendance énergétique. Oui, quand on parle d'espace et quand on parle d'énergie, on retrouve ce même mot commun, indépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'une autre chose. Et ça, c'est quand même très important d'avoir cette liberté. On a parlé de psychologie humaine par rapport au voyage dans l'espace, etc. Et il y a une chose qui nous semble important, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre avec Jérôme et Anne sur la logique de donner des clés, aux gens pour comprendre le tsunami technologique qui est en cours et de comprendre les convergences de tout ce qui se passe. Mais ma question sera plus, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un jeune pour affronter le monde qui vient, affronter entre guillemets, hein, ou pour saisir les opportunités, et qu'est-ce qui vous semble primordial? Vous qui avez fait un peu le schéma des études extraordinaires, la voie royale des études, mais la question c'est aujourd'hui, quels sont les critères? Est-ce que ce sont les études? Est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est autre chose, la psychologie? Alors, c'est un petit peu un mélange de tout, mais je pense que d'abord, ce qui est important pour moi, pour un jeune, c'est d'être authentique. C'est-à-dire que le jeune doit vraiment identifier ce qu'il aime bien faire, ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il aime bien, dans lequel il va se réaliser, s'épanouir. Donc, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'art. On n'est pas obligé de faire tous un travail d'ingénieur. On peut bien sûr faire le travail qui nous intéresse et on a besoin d'avoir toutes les panoplies de métiers. Mais par contre, ce qui est important, c'est une fois qu'on a identifié le domaine dans lequel on est bon, dans lequel on est bien, il faut travailler beaucoup dans ce domaine. Il faut vraiment accélérer. Je prends les exemples comme Elon Musk. C'est un gars qui est intéressant parce qu'il a un profil d'ingénieur, pas d'une grande école, mais il a quand même fait des études d'ingénieur lui-même. Il a fait
PayPal, donc il a une formation économiste, et ce dont on a besoin aujourd'hui dans le domaine des ingénieurs, c'est un ingénieur qui connaisse la valeur économique. C'est-à-dire quand il fait un produit, combien ça coûte, et est-ce que ce produit qui a un certain prix, est-ce que si j'augmente le prix par 10, est-ce que la rentabilité sera 10 fois plus? Et ça, ce sont des qualités rares. Des gens comme lui, ils réussissent parce que c'est un des seuls à avoir cette connaissance du prix et de la rentabilité sur le produit à la fin. Ça, c'est pour ça qu'il réussit. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, la vie, elle est vraiment assez simple. Mais ce qu'il faut, c'est exceller dans ce qu'on a à faire. Et puis, je pense que c'est important pour un jeune aujourd'hui de beaucoup étudier sur les méthodes du futur. Et on a la chance d'être dans une transition énergétique où on va passer toutes nos voitures depuis 100 ans, des voitures qui sont thermiques sur des voitures électriques. Donc, ben, s'intéresser à cette nouvelle technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura des milliers de métiers nécessaires pour comprendre et aborder cette nouvelle technologie de façon efficace. Aujourd'hui, les voitures ne sont pas livrées parce qu'il n'y a personne qui sait comment fonctionne réellement une voiture électrique ou une voiture hybride. Pas personne, mais pas assez de personnes. Donc, on a besoin beaucoup de gens qui sont techniciens supérieurs, ingénieurs dans ce domaine-là, c'est important. Donc, moi, un jeune qui veut travailler, je lui dis que l'avenir est vraiment très, très positif parce qu'il y aura de plus en plus de métiers importants pour que la vie fonctionne correctement. Eh ben, Michel Tonini, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On a appris beaucoup de choses justement sur tout ça et j'invite en tout cas tout le monde à prolonger cette réflexion autour du livre. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.